Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast qui propulse la transition du tourisme vers un avenir plus durable et inspirant. Ici, on parle d'un tourisme qui bouge, qui innove. Vous vous demandez comment transformer le tourisme pour en faire un vrai moteur de changement positif, plein de sens et d'opportunités? Vous êtes au bon endroit. On va à la rencontre de celles et ceux qui font bouger les lignes. Des pros passionnés, des jeunes qui osent, des experts qui bousculent les idées reçues, tous unis par un même objectif, rendre le tourisme plus responsable, plus inspirant. Ici, on met en lumière des actions concrètes et des initiatives qui changent la donne. Que vous soyez acteur du tourisme, étudiant ou juste curieux, ce podcast est fait pour vous. Alors inspirez-vous, osez agir et embarquez avec nous dans cette aventure. Je suis François Huette, fondateur d'Expérientiel Production. Ma mission, mettre en avant celles et ceux qui réinventent le tourisme et le monde de l'entreprise avec des podcasts écoactifs. Allez, installez-vous bien, prenez une grande inspiration et c'est parti pour l'interview du jour. Bonjour Fabien. Bonjour François. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, il fait gris, il pleut, mais ça va quand même. Ouais, pareil chez moi, le temps est pas top en ce moment, hein, c'est un peu grisâtre. Fabien, quand j'ai lu un peu ton histoire, Mmh. j'ai été interpellé parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Alors j'ai été faire des recherches et j'ai lu que tu étais un passionné de bachata. Alors je t'ai renseigné et j'ai appris que c'était un genre de musique qui venait de la République dominicaine avec plein de différentes influences. Je me suis posé la question, musicien ou danseur ou les deux? C'est rigolo, ça c'est quand même la première fois qu'on m'interroge là-dessus. Heu, Effectivement, c'est ma passion extra-professionnelle. Je suis un bachatero comme on dit, donc je suis un danseur de bachata, même si à mes heures je fais un peu le DJ sur La Rochelle. Je suis surtout un danseur et effectivement, ça vient de la République dominicaine, mais il y a beaucoup d'influences, européennes, notamment espagnoles. Et en particulier la bachata sensuelle que je pratique exclusivement en fait. Voilà, donc une variante. Ça J'ai appris quelque chose aujourd'hui. J'ai découvert quelque chose aujourd'hui. C'est cool. bravo. Mais dis-moi, à part la danse, tu es aussi un adepte des voyages à vélo et tu es un fervent défenseur de la mobilité douce. Tu as fondé Loopy, tu as pris l'engagement de révolutionner le tourisme en intégrant les modes de transport durables au cœur de l'expérience de voyage. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer Loopy et à t'engager dans la promotion des mobilités douces au sein du tourisme? Oui, l'histoire remonte à environ, à 2015-2014, quelque chose comme ça. Toujours un décalage entre l'idée et sa mise en application. Depuis plus de 20 ans, je travaille par ailleurs, à réaliser des sites pour les destinations touristiques, des sites web j'entends. Et un beau jour, on a un directeur de destination qui m'appelle et il me dit: «Fabien, voilà tous les ans, sur une départementale, j'ai des touristes à vélo, qui ont des accidents et je cherche le moyen à orienter ces touristes, sur des voies sécurisées, des pistes cyclables qui existent chez nous, mais qui sont pas, visiblement suffisamment, fréquentées. Voilà, donc parti de là, j'ai dit: «Tiens, c'est intéressant le vélo, le tourisme, ça me parle», donc je regarde un petit peu tout ce qui se fait en ligne en matière de solutions et je me rends compte en fait que chacun a sa solution dans son coin, que chacun réinvestit dans des nouvelles choses systématiquement et là, je prends la balle au rebond et je commence à me monter un petit dossier, voilà, que je présente à ce directeur d'OT, Lionel Paco de Marais-Neleron, puis en lui disant: ça serait bien de faire remonter cela au niveau du département parce que moi j'ai une idée de projet beaucoup plus vaste, une simple réponse à un territoire localisé». Première intention, c'est sécuriser, la pratique du vélo sur son lieu de vacances et inciter à cette pratique-là. On a glissé assez vite après sur le à pied aussi. Ça a été demandé par les premiers territoires qui ont été équipés de Loupi, en bateau, donc le slow tourisme dans sa globalité. Mais, nos origines sont issues du vélo. Tu peux nous expliquer en grandes lignes qu'est-ce que c'est Loopy et comment ça marche? Alors, notre première cible, ce sont les territoires. C'est aux territoires que nous vendons, le billet, de façon à servir donc,
initialement le voyageur qui arrive sur son lieu de destination et qui cherche à se déplacer. La première intention de l'Oupi, elle est là, en fait. C'est utiliser le vélo plutôt que la voiture quand vous êtes sur place. Donc, à ces territoires, on leur vend, en fait, tout un outil digital qui leur permet de diffuser leurs données, liées à la randonnée, de diffuser des balades qu'eux créent, soit avec, leurs propres moyens parce que ça des contenus existent déjà, soit avec un back office Toupee qui permet de créer des balades plus évoluées que ce qu'ils peuvent faire par ailleurs, avec des étapes, avec du son. Tout un enrichissement, que la plupart des outils ne sont pas capables de faire. Donc ça leur permet de diffuser à la fois ces contenus sur leur propre dispositif à l'aide de ce qu'on appelle des widgets, de marque blanche web qui permet d'aller très vite sur le déploiement, mais également sur une application Luby qui est gratuite. Gratuite pour le grand public. La création de cette application était pour moi, très stratégique puisqu'à l'époque, j'avais fait le constat que certains territoires, je me souviens de l'Alsace, je me souviens de l'application aussi de la Loire à vélo, mais sa propre application, et là on est plutôt dans le domaine du voyage à vélo, on pourra en reparler après. Eh bien, en fait, les territoires investissent dans ces applications parce qu'ils en jugent l'utilité pour le grand public, ce qui est fort juste, mais ont bien souvent du mal à la tenir. Pourquoi? Parce qu'une application, ça coûte horriblement cher. Il en faut une sous Android, il en faut une sous Apple. Encore à l'époque, on parlait de Windows. Ça évolue énormément. Il faut remettre de l'argent, ne serait-ce que pour la technologie. Donc, au final, ces applications ont disparu. Bien qu'ils ont su créer des communautés. Vraiment, la Loire à vélo avait une très belle communauté, l'Alsace aussi, mais ils ont dû se séparer de tout ça pour des questions budgétaires. Donc, je me suis dit, faisons une application pour eux et que pour eux. C'est la raison pour laquelle, sur l'application mobile Loopy, il n'y a que les contenus qui viennent des territoires. Les utilisateurs ne peuvent pas créer de contenu, les professionnels ne peuvent pas diffuser du contenu directement sur l'application, de façon à ce que le territoire se sente chez lui, en fait. Il ne voit que ses contenus. Et aujourd'hui, donc, ta cible, c'est vraiment les territoires, mais au service des professionnels du tourisme et des utilisateurs, des voyageurs. Premier marché, ce sont les destinations, ça des organismes de gestion des destinations, techniquement, des OGD. On va s'adresser aussi à la marge aux professionnels, par exemple, un loueur de vélo. Un loueur de vélo sur un territoire, il a besoin de diffuser quoi? Des balades. Pourquoi? Parce que ses clients vont lui demander des circuits. Donc, il est obligé d'aller sous Google Maps ou d'autres outils, à gauche, à droite, etc. Alors qu'avec Loopy, hyper simple, il y a un back-office, elle lui permet de capitaliser sur toutes les informations que l'on récupère auprès de la destination. Si la destination accepte de partager ses données avec ses professionnels, si elle accepte, à ce moment-là, on met ces données à disposition dans le back-office même, en plus de les mettre à disposition dans l'application. Ce qui permet à un loueur de vélo, lorsqu'il veut trouver un restaurant, un point de dégustation ou autre, il le trouve facilement parce que c'est une donnée qui vient du territoire et gérée par le territoire dans le temps. C'est très important. Nous, l'idée, de mettre les uns et les autres en relation de façon à faciliter le travail, faciliter la promotion et la commercialisation du territoire. C'est quelque chose que j'avais imaginé dès la création de l'outil, faire en sorte qu'un outil puisse être un support de travail collaboratif, non seulement au sein du territoire, mais également auprès des professionnels. Tu touches un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment, qui est pas le collaboratif, mais plutôt la coopération et de mettre différents territoires en commun pour pouvoir travailler ensemble, à développer peut-être parfois des politiques communes, aussi parfois de s'inspirer de ce que certains font et qui pourrait être intéressant sur d'autres territoires. Est-ce que toi, tu vois une belle dynamique dans cette coopération? On le rencontre pas tous les jours, en fait. Voilà, on a, bon, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je travaille avec les destinations. J'ai pas tout vu, mais j'en ai vu quand même quelques-unes. Il y a souvent quand même des disparités, faut pas se le cacher. Quand une région achète un outil, par exemple, un service, pour le partager auprès de ses départements ou auprès de ses offices de tourisme, on va avoir une partie des offices de tourisme ou des départements qui vont s'y associer. Mais on a souvent un chat noir, qui va faire d'autres choix, en fait, pour des raisons politiques, et cetera. Des raisons très diverses, mais elles sont souvent quand même politiques. Mmh. C'est des freins à la collaboration.
C'est des freins, je pense, pour le grand public. Mais fort heureusement, on a quand même des territoires qui s'entendent bien et à qui on a affaire. Et on a justement, nous, une forme de vente, en fait, dans les Délipi qui le favorise. Je m'explique. Lorsqu'un département s'équipe de la licence Loupi, on peut installer Loupi sur chacun de ses offices de tourisme sans changer le budget de la licence. Nous, on fera pas payer plus cher. Nous, ce qu'on cherche, c'est qu'il y ait une collaboration maximale sur le territoire. Évidemment, c'est pas ce qui va nous faire gagner de l'argent. Ça va même nous en faire perdre. On aurait tout intérêt à vendre à chacun des offices de tourisme plutôt qu'à vendre au sein du département. Mais notre volonté, elle est pas, paradoxalement, en tout cas, ma volonté n'est pas de faire du fric pour faire du fric. J'ai jamais travaillé dans ce sens-là, même si on en a besoin pour vivre, il y a quand même des manières de penser qui permettent d'avancer dans la vie sans forcément focaliser sur l'argent. C'est la raison pour laquelle j'ai plutôt favorisé les départements initialement et après le département, lui, fait ce qu'il veut. S'il veut demander une contribution à l'office de tourisme, il le peut. C'est son droit. S'il le fait pas, il le fait pas. Nous, ça change rien pour nous et on déploie. Donc on a quelques territoires qui fonctionnent comme ça. Charente Tourisme fonctionne ainsi, ça marche bien. Donc c'est la preuve que, c'est l'intérêt de tous et c'est on est capable, d'emmener tout le monde dans la même direction. Tu as dit quelque chose qui m'a interpellé, qui était faire du fric pour faire du fric, c'est pas ta seule motivation. C'est quoi tes autres motivations? Qu'est-ce qui est justement important pour toi? Qu'est-ce qui te fait lever le matin en disant bah voilà, je contribue à quelque chose et c'est quoi? Après 22 ans de création de sites web ou de dispositifs digitaux pour les destinations, toujours dans le tourisme, hein, c'est ma spécialité, je commençais à avoir du mal. Dire, j'ai des convictions, il y a des choses que j'aimerais faire et qui comptent pour les gens, en fait. Donc j'ai eu un 1er essai avec, une entreprise, qui s'appelait Le Bon Sens, où j'ai tenté d'alimenter les cantines collectives en circuit court. Donc, on a pu faire, un pilote, sur La Rochelle. C'était avant la covid. On avait même un camion frigorifique. On avait rassemblé 400 produits sur La Rochelle et autour de La Rochelle. Mais le marché est compliqué, c'était le marché des cantines collectives, des lycées, des universités, des maternelles. C'était, des marchés, publics. Il y avait un peu de marché gré à gré, mais très compliqué de percer, des volontés politiques, mais sur le terrain, en fait, aucune volonté. En tout cas, financièrement, ça ne tenait pas. Donc, il a fallu que je ferme, cette affaire avec, beaucoup de regrets, parce que j'y trouvais beaucoup de conviction et beaucoup d'intérêt pour le grand public, beaucoup de sens. D'où le terme, le bon sens. Et le vélo est arrivé juste après. L'oupi est arrivé juste après, ça a été un peu, j'ai enchaîné. Voilà, j'avais commencé l'oupi et je fermais entre guillemets «le bon sens», pendant que je commençais l'oupi, en fait. Et de quelle manière l'oupi te nourrit humainement alors? Ça me nourrit humainement, quand je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il connaît l'oupi et qu'il l'utilise, donc que je connais pas, débarque, mais c'est toi l'oupi?» Ouais, entre autres, c'est moi. Les gens avec qui je travaille aussi, sur le sujet. On a un fonctionnement, et ça je l'ai depuis, l'autre société, hein, qui s'appelle Studio Juillet, très familial. Ça c'est, pour moi c'est essentiel. J'ai besoin de travailler avec des amis presque, en fait. Voilà, je peux pas travailler dans cette relation, patron-salarié, c'est impossible pour moi, impossible. Et c'est dû à mon histoire, je pense. Parce qu'avant j'étais salarié, en fait. J'étais un salarié dans une boîte sur La Rochelle qui s'appelait Cogeloc puis Pollen. Je m'étais donné corps et âme et puis cette boîte, disparaissait et je dis: «C'est pas possible, je me suis trop donné, je peux pas». Donc j'ai racheté et j'ai créé, à l'époque, Moustique qui est devenu Studio Juillet. On a pu me mettre dans un fauteuil de PDG, c'est pas possible pour moi d'être dans un bureau avec un gros fauteuil là. Ouais, faut que je retourne dans la mêlée systématiquement et j'ai besoin d'être au milieu des autres. J'ai besoin que ce soit plat. J'ai besoin qu'on me dise: «Mais Fabien, tu as tort, c'est pas ça, c'est comme ça, OK». Donc on fonctionne comme ça, en fait. C'est très, très collaboratif. Je dirige pas, en fait. J'aide au choix. C'est pas pareil et j'aimerais les payer plus que ce que je les paye, clairement. C'est le but aussi pour que chacun puisse vivre, surtout dans une société où c'est devient de plus en plus compliqué. Mais je pense qu'il reste parce qu'il y a autre chose et il y a pas que le fric. Donc tu es sur la mobilité douce. Est-ce qu'aujourd'hui, tu commences à pouvoir mesurer l'impact de l'outil sur une réduction, d'empreinte carbone ou sur un changement de comportement et de pratique?
Alors, ça, c'est un point, que j'avais en ligne de mire, mesurer l'économie carbone et réussir même à «remercier» entre guillemets l'utilisateur de cette économie pour avoir une vraie motivation. Malheureusement, ça passe souvent comme ça, j'espère que ça changera un jour, ça a tendance à le faire, mais les gens, si on leur donne pas, un gain, de l'argent par exemple, c'est difficile de les convaincre à avoir tel ou tel usage. Ça reste un moteur, trop important, mais il est quand même là. Donc par exemple, ben voilà, si vous arrivez à faire, tant de kilomètres, à vélo aujourd'hui avec l'outil, bah, plutôt que de les faire en voiture, donc vous avez permis d'économiser, tant de GES, bah, tant de GES, ça vous donne droit, à tant de crédits carbone, par exemple, que vous pouvez consommer, auprès de tel ou service ou tel magasin et cetera. Bon, ça, j'avoue que c'était mon utopie du départ, peut-être de start-upper, que je ne suis finalement pas aussi, j'en sais rien. Aujourd'hui, on a quand même commencé à mettre un pied dedans en créant ce qu'on appelle, calculateur intermodal. Techniquement, ça s'appelle un MaaS, M-A-A-S, Mobility as a Service, est un outil qui, pour moi, le service rendu est, j'arrive sur mon lieu de vacances, j'ai un hébergement et j'ai des activités, j'aimerais aller là, là, à gauche, à droite. L'idée, c'est de dire: «Je pars de là, je veux aller de point A au point B et comment je peux y aller?» Avec l'outil, vous pouvez y aller avec des modes de déplacement respectueux et on est capable de prendre en compte tous les modes de déplacement respectueux, y compris les modes collectifs. Un bus, c'est un mode de déplacement respectueux. Ce n'est pas la voiture individuelle qui reste sur le parking. Vous êtes en vacances, c'est l'occasion de découvrir d'autres choses et certainement pas la voiture qui vous sert tous les jours pour aller au boulot, par exemple. Donc on a développé, cet outil-là, que l'on met enfin en production. On a 1 an de décalage cette année. Au printemps 2025 donc, en Charente, Charente-Maritime et Charente. Donc, à l'échelle de ces 2 départements, on est capable de calculer des itinéraires qui vont afficher une économie carbone, estimée. C'est-à-dire si je vais d'un point A à point B et que je choisis cet itinéraire, on va pouvoir dire: «Bah, voilà, on vous propose non seulement une expérience dans votre déplacement, parce qu'on calcule des itinéraires touristiques, c'est toute la différence de l'outil avec n'importe quel autre calculateur. On fait faire automatiquement des détours. On a cette capacité technologique à le faire. Et surtout, donc, on indique une économie carbone après. Disons qu'on met en avant d'abord l'expérience touristique, parce que c'est ce que cherche un touriste, et on lui dit, en plus, vous avez permis ça. Le fait d'avoir fait en vélo ce parcours-là, à pied en vélo et en bus, eh bien, vous l'avez pas fait en voiture, on calcule la différence et on a l'estimation, en fait. Donc ça, c'est au printemps 2025. Donc votre approche, c'est d'abord d'aller dans le plaisir et donner envie à faire du vélo et à découvrir un territoire, une région, et ensuite de dire: «Eh, au fait, tu sais que dans ce que tu viens de faire là, eh bien, en même temps, tu as contribué à autre chose et à quelque chose de plus grand, bravo». Avec, Suzanne, la femme avec qui je partage ma vie, on aime bien, quand on part, quelque part, prendre le vélo. Pas seulement parce que c'est bon pour la planète, mais aussi c'est bon pour nous. Physiquement, mentalement, ça nous fait du bien. On découvre un territoire ou un lieu de façon douce et lente, et puis le fait d'être en mouvement, de bouger, et puis d'avoir une certaine liberté aussi. Si j'ai envie de m'arrêter là ou quoi que ce soit, c'est assez sympa. Est-ce que l'aspect santé physique et santé mentale est quelque chose que vous allez peut-être explorer par la suite? Ou c'est quelque chose dont vous avez déjà pris compte, dans votre outil? Je l'ai pris en compte quasiment dès le départ. C'est rigolo ce que tu me dis là, parce que tu vas voir. En fait, j'ai fait un voyage à vélo en famille, pas trop long, parce qu'en famille, parce que premier, parce que néo-pratiquant. On s'est assez vite orienté vers les néo-pratiquants, parce que j'ai senti que le voyage à vélo se démocratise de plus en plus. Les infrastructures ont beaucoup évolué et facilitent cette première pratique. Mais pour autant, il faut un outil qui s'adresse à ces néo-pratiquants, qui soit simple d'usage pour en faire la promotion. Et je t'explique mon expérience et tu vas comprendre l'orientation du coup de l'outil en fait. Ma chérie, donc la femme avec qui je partage ma vie, comme toi, qui s'appelle Jamila, Suzanne, ne pratiquait pas du tout le vélo. Elle fait partie de ces personnes qui, ah, j'aimerais bien, mais j'ai peur. J'en fais pas, j'ai pas l'équilibre. J'ai eu le culot de lui proposer, écoute, on va faire un voyage avec les enfants. Ouf, c'était un pas énorme pour elle.
Eh bien, on a fait ce voyage à vélo. Au retour du voyage à vélo, elle fait: «Waouh! Aujourd'hui, on a 6 vélos à la maison». Elle a le sien et elle travaille, elle y va à vélo. C'est-à-dire tout le monde est à vélo aujourd'hui. On a encore les bagnoles, je dis pas voiture, je dis bagnoles parce qu'elles sont encore, en parking, parce qu'on est en urbain, on est à La Rochelle, on en a encore besoin, même si je le regrette, mais aujourd'hui, elles se déplacent à vélo. Donc j'ai vu là aussi tout l'intérêt qu'on s'intéresse au voyage à vélo pour inciter les gens à utiliser le vélo au quotidien, en fait. Pourquoi? Parce que quand on voyage pourquoi? On voyage pour découvrir des choses. Donc je pense que psychologiquement, on est dans un état de découverte. On se dit: «Tiens, je le fais pas d'habitude, mais ça, je vais le faire. Parce que je suis là pour ça, j'ai envie de vivre un truc», tu vois? J'ai envie de rentrer à la maison avec des souvenirs et donc du coup, bah, c'est l'occasion, pourquoi pas, de faire cette pratique du vélo et donc je me suis dit: «Bah, là, on peut avoir un impact». On s'est intéressé au voyage à vélo, donc aux véloroutes et en fait, très vite, on est devenu relativement important en matière de technologie sur le voyage à vélo. Nous sommes le partenaire, technologique de France Vélo Tourisme. Nous avons, dès le départ, pu, travailler pour, la Scandibérique, la Flo Vélo, puis France Vélo Tourisme, dans ce sens-là. On a un autre projet assez grand, mais sur lequel je peux pas communiquer encore. Dans le voyage à vélo aussi, dans la pratique du vélo, sur d'autres territoires, on va dire plus lointains. On a commencé, à signer avec des pays étrangers en fait. En tout cas la Belgique, je peux le citer parce que c'est fait, c'est en cours de déploiement. Et voilà, le voyage à vélo donc occupe du coup une place importante, chez le Pi. Quand je t'écoute, ça me fait penser à une pub que j'ai vue dont je ne citerai pas la marque. Et ils ont fait une pub où ils ont mis des vélos, tu sais, comme dans les salles de gym, tu vois, les photos, les vélos statiques. Et puis, ils avaient mis sur un grand écran, sur un beau monument, ils avaient mis un film d'un mec qui progressivement se déshabille. Et ce qui est marrant, c'est que pour il aille plus loin dans cette démarche, il fallait que les gens pédalent. Et à la fin, le mec, évidemment, il enlève tout, mais on voit rien. Mais le message de la fin, c'est de dire, bah, bravo, vous avez brûlé tant de calories. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette pub, déjà, elle est fun. Et de voir les gens sur les vélos qui s'excitaient pour voir plus, pour découvrir plus. En réalité, ils se prenaient soin d'eux-mêmes. Et ça me fait penser à une autre activité que j'ai vue avec Volkswagen en Allemagne, qui s'appelle la théorie du fun. Et je t'invite vraiment à aller sur le site internet où ils se sont posés des questions. Comment on peut changer les comportements en partant du fun? Par exemple, le métro que tout le monde prend, il y a des escaliers et un escalator. Ils ont mis une caméra, ils ont transformé l'escalier en des touches de piano qui émettaient un son. Et les gens, au début, bah, comme d'habitude, ils prennent l'escalator, ce qui est pas forcément bon pour leur santé. Et en quelques heures, plus personne ne prend l'escalator et tout le monde prend le piano, les escaliers, parce qu'ils s'amusent. Et je trouve ça intéressant comme démarche dans le sens où c'est vrai quand même que dans le climat actuel, la joie n'est pas vraiment une des choses qu'on vit le mieux, en tout cas en ce moment. On a du mal à trouver de la joie. Et je me dis que ça pourrait être une approche assez sympathique d'aller dire bah, qu'est-ce qu'on peut faire qui peut être fun pour l'utilisateur, pour le client et qui aide à changer les comportements et d'ensuite de dire: «Hey, vous avez vu?» Et là, il n'y a pas thématiquement la notion d'argent. C'est-à-dire que je prends soin de ma santé physique, ma santé mentale et je trouve que c'est une approche assez intéressante. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, tout à fait, bah, ça rejoint un petit peu, notre état d'esprit que d'inciter à une expérience nouvelle, ce que l'on recherche lorsqu'on est en vacances pour gagner en positif, là, sur les émissions de gaz à effet de serre et de l'afficher dans un second temps plutôt que de l'afficher comme une fin en soi. Donc ça rejoint exactement cela et ça m'amène à te dire aussi que j'ai oublié, hein, sur cette fin de découverte du vélo après un voyage à vélo, lorsqu'on n'en fait pas, c'est qu'en fait, le vélo devient comme une petite drogue, en fait. Là, maintenant, moi, quand je pars de la maison pendant 15 jours et que je reviens avec ma compagne, l'une des premières choses qu'on fait, on pose nos valises, on les vide même pas, on saute sur nos vélos, puis on va boire un coup en ville, un café, quoi. C'est fou, voilà, mais faut, voilà, faut faire l'effort de le goûter, en fait, parce que prendre la voiture
pour aller au boulot, être tout seul devant sa bagnole, de passer son temps au feu rouge, en fait, en plus. C'est pas drôle. On peut l'éviter, c'est pas drôle. Si on peut l'éviter, tout le monde ne peut pas. Voilà. Hein, il y en a qui habitent loin, il y a pas de bus, on en a conscience, ça, j'en ai conscience, hein. Mais il y en a quand même beaucoup qui le prennent pour faire 5 kilomètres. Et si, on pouvait changer ces comportements-là, ah déjà on gagnerait beaucoup. Et peut-être ce qui serait intéressant, parce que quand on parle de l'empreinte carbone, autant je suis d'accord que c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est pas quelque chose que le citoyen lambda arrive à toucher du doigt, à palper. Il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas. Alors que la notion de plaisir, ça, c'est quelque chose qu'on peut tous ressentir, toucher du doigt et se sentir bien. Et puis la notion de santé, personne n'a envie d'être malade. C'est peut-être aussi de changer notre approche, c'est-à-dire au lieu de parler systématiquement de l'empreinte carbone, parler de la notion de plaisir, de santé, qui ensuite va avoir un impact sur l'empreinte carbone. Quand j'avais été à Copenhague, j'étais impressionné par le nombre de personnes qui prenaient les vélos. Alors non seulement je voyais très peu d'embouteillages, mais je voyais des gens qui étaient le matin et le soir dynamiques sur leur vélo, qui avaient des infrastructures incroyables, mais aussi quand on travaille, il y avait un état d'esprit qui était différent. On venait avec une énergie différente. Et je trouve que ça, c'est assez sympa, parce que je suis d'accord avec toi, quand tu t'es tapé une demi-heure de bouchon et que tu fais ça matin et soir, 5 jours par semaine, bah, il arrive un moment, ça te gave, quoi. T'en as ras-le-bol. Et ton niveau de tolérance au travail et à la maison est impacté. Ouais, mais je pense qu'on s'en rend pas compte. Donc voilà, on est noyé dans ce quotidien-là qui ne permet pas de voir cela, en fait. Il faut un déclencheur du changement. Il faut qu'il se passe quelque chose, en fait, pour voir comment on serait si on avait cette pratique-là. C'est compliqué de sortir de ça, en fait. Et dire non, prends ton vélo, tu verras, tu te sentiras moins stressé. Les gens disent ouais, mais bon, il fait froid, il pleut, c'est fatigant, voilà ce qui va en ressortir. Voilà. Mmh. La seule chose qui aujourd'hui le favorise nettement, je pense, bon, je le vois au niveau de La Rochelle, parce que j'ai grandi ici et j'ai vu toute l'évolution. Les vélos jaunes ont été les premiers, les vélos VLS ont été les premiers à apparaître à La Rochelle en France via des vélos jaunes que je prenais moi quand j'étais gamin. Il y avait quasiment pas de pistes cyclables. Aujourd'hui, il y en a partout. Partout. Il y a des vélos, Mmh. j'ai plus de place pour me mettre mon vélo. Et pourquoi? Bon, parce que ça nous prend une demi-heure en voiture pour faire 3 kilomètres. Et pour se garer, c'est impossible. Donc le fait de pousser les voitures à l'extérieur de la ville, en mettant des parkings plus chers, en les limitant, et cetera, bah, pousse à cet usage-là, stratégiquement, et voilà un moyen, en fait, d'inciter à, quelque part. Hein, c'est un peu par la force des choses, quand même, hein. Ouais, exactement. Je dirais qu'il y a un côté punitif où les gens en ont ras-le-bol. Et je pense que quand si ça devient une punition ou une contrainte, je pense que de faire venir les gens d'une manière joyeuse est plus impactante que de les faire venir sous la contrainte. Ouais, je suis à moitié d'accord avec ça, effectivement. C'était un peu le sens de mes propos juste avant. Mais d'un autre côté, quand tu discutes après avec les gens, ah, mais c'est vachement bien, en fait. Voilà. Il y en a le nombre de vélos cargo qu'il y a maintenant à La Rochelle, c'est un truc de fou. Où les gens, on les voit, ils ont, ces gros vélos là, où ils peuvent mettre, 2 enfants, pour les emmener à l'école. Affolant tout ce qui c'est ils ont éliminé les voitures. Voilà, Ouais. ils ont plutôt que d'avoir 2 voitures, ils n'en ont qu'1 et il y a un des 2 parents qui les emmène à vélo au travail. L'autre utilise peut-être la voiture parce qu'il travaille plus loin, je sais pas statistiquement, mais Mmh. ce genre d'engin s'est démultiplié, là où j'habite en tout cas. Quand je me déplace que je vais dans une grande ville, pardon, j'en vois beaucoup moins. Je pense qu'il y a une question d'insécurité, d'amener ses enfants à l'école à vélo dans des grandes villes comme Paris ou, c'est une supposition. Je j'ai pas de chiffres, rien. C'est, un regard très personnel. Voilà. Peut-être que d'autres, auront un regard beaucoup plus affûté et argumenté que moi. Une dernière question, quels sont les prochains projets pour Loopy? Il se trouve que, à notre grande surprise, 2024 a été ponctué de contacts qui sont plutôt internationaux. Donc, je prépare, cela, là, dans les mois qui viennent.
se donner les moyens d'aller chercher des marchés en Europe, puisque on va dire, c'est la tendance du moment. Je pense qu'on a su développer à travers et plutôt sur le thème du voyage à vélo, en fait, une compétence assez unique et qui visiblement a toutes ses valeurs en dehors de la France, qui va m'occuper dans les semaines, les mois qui viennent. Bah, écoute Fabien, merci beaucoup pour ce temps. Je sais que tu avais, un début de grippe et que tu étais pas forcément en grande forme, mais ça ne s'entend pas. Prends bien soin de toi. Ça, j'ai pas, un visage formidable, mais j'ai retrouvé ma voix. En tout cas, il est sympathique, C'est gentil. hein. Merci pour ton invitation. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode expérientiel. On espère qu'il vous a donné envie d'agir, de réfléchir, ou simplement de voir le tourisme autrement. Si ça vous a plu, partagez-le autour de vous, parlez-en, ou laissez-nous un petit commentaire, ou des étoiles. Ça compte beaucoup pour nous. On se retrouve très vite pour de nouvelles rencontres avec celles et ceux qui bougent les lignes et font du tourisme une vraie force positive. Merci de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et surtout, restez inspirés.